Tu savais qu'en décembre 1994, Paris a failli vivre un événement aussi terrible que le 11 septembre 2001, un vrai cauchemar, sauf que là, c'est grâce à une opération de maître menée par le général Denis Favier et le GIGN que le pire a été évité. Aujourd'hui, sur Explicit Media, nous revenons sur l'histoire folle du 11 septembre français. Imagine, pendant 48 heures, plus de 220 passagers et 12 membres d'équipage sont pris en otage à bord du vol Air France 89-69 en direction de Paris. Leurs ravisseurs, 4 terroristes du GIA, le groupe islamique armé. Ce qu'ils réclament, c'est clair. D'abord, pouvoir organiser une conférence de presse à Paris pour populariser leur cause islamiste sur la scène internationale. Ensuite, la libération de 2 leaders du Front islamique du salut, Abbassi Madani et Ali Belhadj. Sinon, ils menacent d'écraser l'avion sur la capitale française. Pendant ces longues négociations, ça tourne vite au cauchemar. Les terroristes exécutent plusieurs otages pour faire pression sur le gouvernement. C'est lorsque les terroristes exécutent un Français que la France, qui jusque-là n'avait pas le droit d'intervenir sur le sol algérien, fait pression sur le gouvernement et ordonne le décollage de l'avion. Ce que le GIA ne sait pas, c'est qu'un plan est en marche. Après le décollage, les contrôleurs aériens reçoivent en secret l'ordre de dire aux terroristes que l'avion manque de carburant. Pourquoi ? Parce que pendant les 48 heures de prise d'otage, le kérosène a été consommé. L'avion doit donc faire escale à Marseille-Marignane pour se ravitailler. Les terroristes tomberont alors sur un os. Le commandant Denis Favier et ses hommes sont prépositionnés. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de revenir sur le déroulement de cette opération mémorable, remettons un peu tout ça dans son contexte géopolitique, histoire de mieux comprendre ce qui s'est passé pendant ces 2 jours de crise. Nous sommes dans les années 90, en plein cœur de la guerre civile algérienne, un conflit sanglant qui oppose le gouvernement algérien de l'époque et plusieurs groupes islamistes armés comme le FIS, l'AIS ou encore le GIA. Tout commence en janvier 92. Le gouvernement algérien, craignant de perdre le pouvoir, annule les élections législatives alors que le Front islamique du salut était en train de gagner et voulait instaurer une république islamique. Le FIS est alors interdit, des milliers de ses membres sont arrêtés. L'opposition se radicalise et pour riposter, des groupes armés de guérillas islamistes se structurent. Dès le début, le GIA multiplie les actions violentes contre les intérêts français, autant en Algérie qu'en France métropolitaine. Selon les médias, entre 1993 et 2010, près de 120 étrangers sont assassinés en Algérie. La menace est bien réelle. En octobre 1993, 3 fonctionnaires du consulat de France à Alger sont kidnappés en plein centre-ville. Ils sont heureusement libérés quelques semaines plus tard et transmettent un ultimatum du GIA au gouvernement. Tous les étrangers doivent quitter le pays dans un délai d'1 mois. Puis, quasiment 1 an plus tard, le 3 août 1994, c'est l'attaque de l'ambassade de France à Alger. Un commando déguisé en policier algérien tue 5 ressortissants français, dont 3 gendarmes. Il place une voiture piégée qui, par chance, n'explosera pas, avant de prendre la fuite et disparaître. C'est un véritable choc. Le chef du GIA, Jamel Zitouni, revendique ses actes terroristes. Il sera tué 2 ans plus tard par un groupe rival. Mais avant cela, il aura le temps d'organiser ce qu'on appellera le 11 septembre français. La France, elle, n'est pas au bout de ses peines. Tout commence le 24 décembre, la veille de Noël, vers 11h du matin, à l'aéroport Ouari Boumedienne d'Alger. L'aéroport est bondé à la veille des fêtes. Les binationaux et expatriés rentrent chez eux. Le vol Air France 89-69, lui, s'apprête à décoller pour Paris avec pas moins de 227 passagers à son bord. L'appareil est un Airbus A300. Les bagages sont chargés, les passagers sont tranquillement installés. Tout bascule soudainement lorsque 4 policiers montent dans l'avion et effectuent un contrôle des passeports. En réalité, ce sont 4 membres du GIA, une des organisations terroristes clés dans la guerre civile algérienne qui touche le pays depuis des années. Ils n'ont eu aucun mal à s'infiltrer et à monter à bord. Ils avaient en fait des complicités à l'intérieur même de l'aéroport. Durant leur mise en scène, leur couverture saute rapidement. Un officier de police révèle sa fonction aux terroristes et demande des explications. Il exhibe alors sa carte officielle de la DGSN algérienne. En réalité, il signe son arrêt de mort. Les terroristes font sauter leur couverture, ils déclinent leur vraie identité et se revendiquent Moudjahidine, les combattants de la liberté, et l'exécutent à 13h30 sur la passerelle de l'avion. Tout devient alors très clair. Les preneurs d'otages revendiquent une chose. Ils veulent décoller pour Paris afin de tenir une conférence de presse. Commencent alors les négociations avec les autorités algériennes qui envoient en même temps le groupement d'intervention spéciale, connu aussi sous le nom des ninjas, près de l'avion. À bord de celui-ci, le climat est glaçant. Les femmes sont forcées de se voiler et certaines devraient citer la shahada à haute voix, la profession de foi musulmane. Les terroristes passent alors à une nouvelle revendication. Ils réclament la libération d'Abbassi Madani et Ali Belhadj, leader du Front islamique du salut. Mais Alger refuse de céder. Les autorités algériennes font intervenir la mère du chef du commando par radio pour tenter de le raisonner. Mais malheureusement, cela provoque l'effet inverse. Le fils est fou de rage. À 15h30, un deuxième otage est froidement abattu, Bui Jang-to, conseiller de l'ambassade du Vietnam. Son corps est déposé sur la passerelle.
La tension est à son paroxysme lorsque le Premier ministre français, Édouard Balladur, négocie la libération des femmes et des enfants contre l'autorisation de décoller pour Paris. Le commando accepte et quelques heures plus tard, 65 passagers sont libérés. Mais quand on ordonne au colonel des ninjas de reculer la passerelle qui avait servi à exfiltrer les otages, il refuse. Il désobéit aux ordres car il ne veut pas céder au chantage des terroristes. Les négociations sont donc au point mort, les terroristes passent alors au chantage ultime. À 21h, Yannick Beugnet, un cuisinier de moins de 25 ans travaillant à l'ambassade de France, est forcé de lancer un ultimatum à la tour de contrôle. Si l'appareil ne décolle pas, un otage sera exécuté toutes les 30 minutes. Malheureusement, la situation ne bouge pas, et Yannick Beugnet est exécuté d'une balle dans la tête, puis son corps est jeté hors de l'avion. Après l'assassinat du ressortissant français, la pression monte à Paris. Le climat devient insoutenable. Paris décide de passer à la vitesse supérieure. Alors que la France n'avait pas le droit d'intervenir sur le sol algérien, le Premier ministre exige plus fermement le décollage de l'avion, menaçant l'Algérie de sanctions internationales et la fin de l'aide financière qu'elle verse dans le cadre de sa guerre civile. Le lendemain, dans la nuit du 26 décembre à 2h du matin, près de 40 heures après le début de la prise d'otage, le vol Air France 8969 est enfin autorisé à quitter Alger. Ce que le GIA ne sait pas, c'est que les contrôleurs aériens ont secrètement reçu l'ordre d'annoncer aux terroristes que le carburant est insuffisant pour rejoindre Paris. Le prétexte, l'avion avait été alimenté par une unité auxiliaire qui a consommé la majorité du kérosène durant les 40 heures de prise d'otage. Les pirates de l'air tombent dans le panneau. L'avion devra donc faire une escale à Marseille pour faire le plein. Doucement, le piège se referme sur sa proie. Le GIGN, alors en alerte à Majorque, est redéployé en urgence vers Marseille-Mérignane. Il arrive 20 minutes avant l'Airbus A300. Le commandant Denis Favier fait face à une mission délicate. Neutraliser 4 terroristes déterminés et surarmés dans un espace ultra confiné, avec plus d'une centaine de vies en jeu, et tout cela sous les regards de la France et du monde entier. Il étudie chaque détail, chaque recoin de l'avion, grâce à un modèle identique prêté par Air France, pour répéter méticuleusement, seconde par seconde, le déroulement de l'assaut qui l'attend. Son objectif, frapper vite, fort et avec un minimum de pertes. À 3h12 du matin, en pleine nuit, l'avion atterrit à Marseille. Les preneurs d'otages, pourtant fatigués, restent en alerte. Quelques minutes auparavant, les services du ministre de l'Intérieur Charles Pasqua ont reçu un appel anonyme de rang. Les terroristes veulent transformer l'avion en véritable bombe volante pour le faire écraser sur Paris. Le gouvernement français est clair. L'avion ne doit surtout pas repartir, quel qu'en soit le coût. Il faut maintenant gagner du temps. Le GIGN a une idée, proposer aux terroristes une conférence de presse à Marseille. Le commando accepte. Pensant que des journalistes vont monter à bord, il vide l'avant de l'appareil et regroupe les passagers à l'arrière. Mais c'est un piège. Pendant que les preneurs d'otages se relâchent, le GIGN se prépare à l'assaut. À 15h45, tout s'accélère. Les terroristes sont impatients et finissent par comprendre le piège qui leur est tendu. Ils demandent à déplacer l'Airbus près de la tour de contrôle, probablement pour le faire sauter. Dans un climat plus que tendu, un des terroristes tire une rafale depuis le cockpit et touche la tour. Le GIGN comprend que c'est le moment ou jamais de passer à l'action. À 17h12, le commandant Denis Favier donne le feu vert à son unité. En quelques minutes, tout va basculer. 3 passerelles motorisées s'approchent discrètement du véhicule, 2 à l'arrière, 1 à l'avant. Une vingtaine d'hommes du GIGN, lourdement équipés, pénètrent à l'intérieur. Le feu est ouvert, les échanges de tirs sont violents. Le gendarme Thierry Pruneau, le premier à être entré dans l'avion, abat 2 terroristes, mais dans l'action, il reçoit malheureusement plusieurs balles au bras, au torse et au casque. Mais le pire est encore à venir. Une grenade explose à 1 mètre de lui, il s'en sort miraculeusement, mais restera handicapé à vie avec des acouphènes. 6 minutes plus tard, à 17h18, tous les passagers sont évacués par les toboggans arrière et sont enfin sains et saufs. Mais la pluie de feu continue encore plusieurs minutes. Les terroristes sont retranchés dans le cockpit avec certains membres de l'équipage. Le 3e terroriste est finalement touché mortellement et à 17h29, le dernier est abattu d'une balle en plein cœur. Aucun otage n'est tué durant l'assaut, c'est une réussite pleine et totale. Le succès de cette opération a un retentissement mondial et renforce la réputation internationale de l'unité d'élite française. Encore aujourd'hui, l'assaut de Marignane est étudié par toutes les forces spéciales du monde. Le général Denis Favier, commandant de l'opération, est salué comme un tacticien hors pair, un leader plein de sang-froid, de rigueur et de courage. Il devient dès lors une figure exemplaire pour le GIGN et la gendarmerie nationale. Cette opération extrême est une démonstration tactique, de courage et de pragmatisme sans nul pareil de la part des hommes du GIGN sous le commandement du général Denis Favier. Ils ont su éviter un désastre humain et politique majeur et ont montré que face à la terreur, il existe des hommes prêts à tout pour protéger les autres. Ils ont su éviter un désastre humain et politique majeur et ont montré que face à la terreur, il existe des hommes prêts à tout pour protéger les autres. Hommage à Denis Favier, à ses hommes et aux 3 victimes de l'attentat d'Alger-Marignane. Et bientôt,
De nouveaux récits inspirants, racontés avec passion sur Explicit Media. Abonne-toi, partage et active la cloche. C'est le plus explicite pour les algorithmes.